À son cabinet, il nous montre les DVD contenant les reconstitutions des scènes de meurtre. En les visionnant, il a découvert du grand n'importe quoi. Sture Bergwall apparaît complètement perdu, titubant, shooté aux anxiolytiques et guidé par les policiers. Sur cet extrait, il cherche quelque chose qui ressemble à l'arme du crime. Il hésite et le policier intervient. Sture revient avec un bâton. Bonne pioche. Cette histoire se déroule dans un pays connu pour deux choses, les meubles en kit et les romans policiers par moins 20 degrés. La Suède, où visiblement, la réalité dépasse la fiction. Bonjour, après plus de 20 ans d'enfermement dans un hôpital psychiatrique, c'est officiel. Sture Bergwall a été libéré. Il y a 15 jours, le pire tueur en série qu'ait connu ce pays a été remis en liberté. Jugé et condamné à perpétuité pour 8 meurtres dans les années 90, Sture Bergwall n'a tout simplement jamais tué personne. Ce serial killer n'était en fait qu'un serial menteur. Retour sur la plus effarante erreur judiciaire scandinave. C'est derrière les murs de cet hôpital psychiatrique fermé que Sture Bergwall a commencé à s'inventer une vie de serial killer. Interné en 1991 pour un braquage à main armée, il se plaît dans cet asile nouvelle génération et ne veut pas en être libéré. Dan est journaliste, il a suivi toute l'affaire. Il a commencé à mentir, à dire aux psychothérapeutes ce qu'il voulait entendre. En échange, il recevait gratuitement tous les médicaments qu'il voulait. Il était drogué, complètement accro. Et dans le même temps, les médecins le félicitaient, lui disaient qu'il était courageux, que c'était le patient le plus intéressant de la clinique. Un cercle vicieux se met en place à l'hôpital psychiatrique, chaque confession en entraînant une autre, toujours plus trash et plus gore. Sture Bergwall confesse 8 crimes, des affaires non élucidées jusqu'alors, pour lesquelles il invente un scénario détaillé. Un striptease, puis la mort par étranglement pour Grøy Storvik, 23 ans. Une pierre comme arme du crime pour Therese Johansson, 9 ans, qui crie « Maman, maman » au moment du crime. Enfin, le pire du pire, l'affaire Johanna Splung, un enfant de 11 ans disparu en 1980 et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Bergwall prétend l'avoir violé, démembré et mangé de retour chez lui. Vous savez, c'était un homme qui s'exprimait bien, un intellectuel. Et comme Hannibal Lecter, il s'intéressait aux arts, à la poésie. Et en même temps, il mangeait des gens, comme Hannibal Lecter. C'était fascinant. Tout le monde était fan de cette histoire. En 2008, tout bascule. Un journaliste mène une contre-enquête et découvre que Sture Bergwall a systématiquement témoigné sous l'influence de médicaments extrêmement puissants. Pour la première fois devant sa caméra, le tueur reconnaît avoir menti sur toute la ligne. C'était toujours comme ça. Dans tous les interrogatoires et les reconstitutions, et pendant les procès, on organisait des pauses pour que je puisse prendre mes médicaments, pour que je reste dans mon délire de psychotrope. Tout le monde était au courant. Qui a couvert Sture Bergwall? Comment se fait-il que pendant plus de 20 ans, les policiers, les juges, les médecins qui l'entouraient n'ont jamais douté de sa culpabilité? Et si lui est innocent, alors, qui est coupable? Nous retrouvons chez elle la mère de Johan, l'enfant soi-disant violé et mangé par Bergwall. Elle ne sait toujours pas ce qui est vraiment arrivé à son fils. Il n'y a qu'un seul mot qui résume toute cette affaire. Et ce mot, c'est scandale. Johan s'est évaporé un matin il y a 34 ans dans cet escalier sur le chemin de l'école. À l'époque, Anna Clara soupçonne un ami de la famille, mais Sture Bergwall se dénonce. Il est le coupable idéal, l'enquête est bâclée.
À chaque fois qu'un détail innocentait Sture Bergwall, les inspecteurs et les magistrats le mettaient de côté et le dissimulaient à la cour. Nous, les familles, on pouvait dire ce qu'on voulait, ça ne changeait rien. Finalement, un homme a changé les choses. Il est avocat, s'appelle Thomas Olsson, et c'est lui qui a fait libérer Sture Bergwall. À son cabinet, il nous montre les DVD contenant les reconstitutions des scènes de meurtre. En les visionnant, il a découvert du grand n'importe quoi. Sture Bergwall apparaît complètement perdu, titubant, shooté aux anxiolytiques et guidé par les policiers. Sur cet extrait, il cherche quelque chose qui ressemble à l'arme du crime. Il hésite et le policier intervient. Sture revient avec un bâton. Bonne pioche. Il se passe la même chose à chacune des 8 enquêtes de police. Lors de son premier interrogatoire, Sture Bergwall a tout faux. Et ensuite, les policiers lui donnent des indices, ils l'aident. Donc après 10 ou 15 interrogatoires, il commence à tomber juste sur quelques faits. Certains policiers se justifient aujourd'hui en disant qu'ils étaient convaincus de la culpabilité de Bergwall et qu'ils pensaient qu'il avait juste besoin d'un petit coup de pouce. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce petit monde avait quelque chose à gagner dans cette affaire. Des promotions de carrière, des avancées professionnelles. Les méthodes des policiers sont accablantes, les peines à perpétuité prononcées en l'absence de preuves. En 2006, des doutes commencent à se faire entendre en Suède. Un haut magistrat, Göran Lambertz, est chargé de revoir toutes les procédures concernant Sture Bergwall. Conclusion de son rapport, tout est vrai, la justice s'est faite comme il faut. 8 ans plus tard, malgré l'évidence, il ne renie rien. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout a marché. Pas de regrets, ni d'excuses en perspective. Nous lui montrons la vidéo d'une question enregistrée par Anna Clara, la mère du petit Johan. Comment un homme aussi intelligent que vous peut-il se tromper à ce point? D'abord, je la remercie pour le compliment. Et je ne me trompe pas. Mais beaucoup de gens pensent comme Anna Clara. Hélas, rien n'indique qu'il mentait. C'est tout ce qu'il y a à dire. Sur les 8 crimes pour lesquels Sture Bergwall a été condamné, il n'y en a qu'un qui ne soit pas encore prescrit, une seule affaire qui puisse encore être jugée. Pour les autres, ce sont autant de meurtriers qui n'ont pas été et ne seront jamais inquiétés. J'ai un message pour les handicapés en France. Suivez vos rêves. Regardez ce qui nous arrive. Regardez ce qui m'arrive. J'ai suivi mes rêves et devinez où je vais. À l'Eurovision. Samedi 28 février dernier, sur la première chaîne privée finlandaise, se déroulent les dernières qualifications pour l'Eurovision. Le public doit élire son représentant parmi une dizaine de candidats. Il y a une diva d'opéra, sauce électro, un rappeur latino, et enfin un groupe de punk aux paroles originales. Sur les 150 000 votes ce soir-là, le groupe PKN rafle 40% des suffrages. Du jamais vu pour une formation punk, d'autant que tous les membres du groupe sont des handicapés mentaux, atteints de trisomie 21 ou du syndrome de Williams. Ce sont eux que les Finlandais ont choisis pour représentants. À quelques semaines du radio-crochet européen, nous retrouvons le groupe en répétition dans la banlieue d'Helsinki. Voici Sami, le bassiste, Tony, le batteur, à la guitare Pertti, dont le groupe porte le nom, et au micro, Kari.
Sex and rocks and rock'n'roll cafés. Fuck you. Moi, je suis un bad boy et je suis un jeune. Arrête, Carrie, t'es pas un bad boy. Il aime bien faire croire que c'est un mauvais garçon, mais il est pas si méchant. Ça fait 6 ans déjà que le groupe s'est créé. Au sein de la formation, les rôles sont bien répartis. Perti compose les riffs et Carrie écrit les paroles. Dans ses textes, il exprime toute sa frustration à l'égard des systèmes de prise en charge. Pour moi, la vie n'a pas toujours été très juste. Elle n'a pas été comme j'aurais voulu qu'elle soit. Les 4 membres du groupe se sont rencontrés ici, à Liti, un centre d'apprentissage pour adultes handicapés, unique en Finlande. Ici, les pensionnaires peuvent, entre autres, animer une émission radio ou s'exercer à la musique. Voici un studio d'enregistrement professionnel. Plusieurs titres ont été enregistrés ici, avant d'être diffusés à la radio. La politique du centre, utiliser la culture comme outil de réinsertion pour handicapés mentaux. Tout le monde pense que les handicapés mentaux ne sont capables que d'exécuter des tâches répétitives. Mais si vous leur apprenez à être créatifs, à utiliser leurs compétences, si vous les intéressez à ce qu'ils font, alors de belles histoires deviennent possibles. De belles histoires, comme celle que vit aujourd'hui le groupe PKN. Ce matin, avec leur manager, les musiciens découvrent les produits dérivés du groupe, qui seront bientôt commercialisés. Ok, donc ici on a plusieurs sacs différents. Il y en a des noirs, des blancs. Il y aura aussi une mouche de dessinée d'une autre couleur. À côté des paroles de la chanson, faut toujours que je fasse quelque chose. On réfléchit à des slogans pour les produits dérivés. Sac, trousse de toilette, gants de cuisson et aussi un carnet de notes. Référence au journal intime que le doyen du groupe tient depuis des années. Moi, j'écris toujours des choses importantes. Ah, des choses importantes. Ça, c'est bien, c'est un bon slogan. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais, c'est brillant comme idée. La popularité du groupe est née bien avant sa sélection pour l'Eurovision. C'est grâce à un documentaire, The Punk Syndrome, que PKN s'est fait connaître. Sorti en salle en 2012, le film raconte leur quotidien, entre répétitions, coups de gueule et tournées à travers toute l'Europe. Le documentaire est salué par la critique et remporte une dizaine de prix. Il fait connaître le groupe en dehors des frontières de la Finlande. Tout le monde s'attache à ces personnages qu'une simple pédicure peut faire exploser de colère. Les musiciens crèvent l'écran, la presse les adore. Pour moi, ils représentent l'essence même de la musique punk. Ils sont authentiques, ils ne trichent pas, ils font exactement ce qu'ils ont envie de faire. Il n'y a rien de faux chez eux. Le seul paradoxe, c'est qu'ils aillent à l'Eurovision. C'est ce qu'il y a de moins punk au monde. Certains pourraient les traiter de vendus, mais eux, ils vont parce que ça les fait marrer. En 2006, la Finlande s'était déjà distinguée en envoyant à l'Eurovision Lordi, un groupe de heavy metal au style monstrueux. À la surprise générale, il avait décroché la première victoire du pays. Sur les réseaux sociaux, la participation de PKN à l'Eurovision divise. Certains internautes reprochent à la Finlande de vouloir faire le buzz avec des handicapés. D'autres jugent la musique horrible, une blague qui couvrirait de honte le pays. Des critiques qui ont blessé les familles et les membres du groupe. À quelques kilomètres d'Helsinki, voici la maison de Tony, le batteur. Tony, tu as des invités. Ici, tout le monde est fier de la réussite du petit dernier. Les parents ont conservé chaque coupure de presse et les tickets de chaque concert donné par le groupe de leur fils. Là, ce sont les tout débuts.
Ça, c'était en Allemagne. En 2012, ils ont fait 53 concerts. Film, une de magazine, concert, et maintenant l'Eurovision. Ils n'auraient jamais imaginé un tel destin pour leur fils. Alors les critiques, ils s'en moquent. On ne peut pas les éviter. Il y a même des gens qui disent qu'ils veulent quitter la Finlande si le groupe se présente à l'Eurovision. On sait qu'il y aura des critiques positives, mais il y en aura aussi des négatives. On se demande juste comment les garçons et nous-mêmes allons supporter ces critiques négatives sur les réseaux sociaux. Peu importe les mauvaises langues, tant que leur fils peut vivre de sa passion. Montre-leur que tu sais jouer autre chose que du punk. Oui, j'aime la musique punk, mais parfois j'aime bien jouer de la variété aussi. Comme les autres membres du groupe, Tony perçoit une pension d'invalidité et quelques revenus des concerts et des produits dérivés. Mais à 32 ans, il reste très attaché à ses parents et refuse de vivre en foyer, contrairement à ses camarades. Carrie et Sammy, eux, vivent ici, dans une institution pour adultes handicapés. Ils partagent tout, sauf les repas. Comme dans tous les grands groupes de rock, il y a souvent des désaccords. Entre le bassiste et le chanteur, on ne parle ni de politique, ni du foyer. Deux thèmes que Carrie aime critiquer dans ses chansons. J'adore cet endroit, mais Carrie le déteste. Pourquoi tu n'aimes pas cet endroit, Carrie? Ne parlons pas de ça, parce que ça me fout hors de moi. Changeons de sujet, parce que ça me met vraiment en colère. En attendant, tous les deux s'accordent sur une chose. Cette sélection à l'Eurovision est un moyen de sensibiliser le public à la cause du handicap. J'ai un message pour les handicapés en France. Suivez vos rêves. Regardez ce qui nous arrive. Regardez ce qui m'arrive. J'ai suivi mes rêves et devinez où je vais. À l'Eurovision. Je vais représenter la Finlande. Je vais représenter tous les Finlandais. Donc, soyez fiers et vos rêves se réaliseront. Le 23 mai prochain, 200 millions de téléspectateurs suivront la performance des musiciens de PKN, qui rêvent d'un destin à la Conchita Wurst, le travesti autrichien, qu'il avait largement emporté l'année dernière, malgré les critiques. Ici, la boîte la plus cool. Elle vient de Corée du Nord. Donc ça montre que les graines s'en fichent. Elles peuvent être conservées ici sans aucun problème. C'est un voyage pour l'un des endroits les plus reculés du monde. Le cercle arctique. Pour atteindre ces latitudes, pas moins de 3 vols sont nécessaires. Bien au-delà du nord de la Norvège, voici Svalbard. Seulement 1300 km séparent l'archipel du pôle Nord. À notre droite, on aperçoit un bloc de béton qui émerge de la montagne. C'est le but de notre visite. En même temps que nous, arrive un trésor inestimable. Il est suivi de près par une dizaine de journalistes. Dans ces boîtes, nous avons plus de 7000 paquets de différentes graines. Des milliers de graines, de blé, de maïs, d'orge, de riz, provenant des 4 coins du globe. Leur arrivée est un petit événement sur l'île. Allez, tous à la chambre forte. Car elles vont être stockées dans l'un des endroits les plus sûrs et les plus fermés de la planète. Le Global Seed Vault, ou la chambre forte mondiale des semences. L'édifice, creusé dans la montagne, n'ouvre jamais ses portes, sauf pour recevoir des échantillons de graines. Nous ouvrons la chambre forte très peu de fois dans l'année, seulement 2 ou 3 fois. Nous ne voulons pas que l'endroit devienne une attraction touristique. Nous voulons que les graines soient en lieu sûr, sans être dérangées. Marie Aga, c'est elle qui gère ce lieu atypique. Le monde entier lui a confié ses semences. Aussitôt la livraison achevée, les portes se referment.
Ok, merci à tous. C'était un plaisir de vous rencontrer. J'espère avoir l'occasion de voir chacun d'entre vous plus tard pour les interviews. Merci. Nous obtiendrons exceptionnellement l'autorisation d'y pénétrer, mais quelques jours plus tard. Ici, on ne plaisante pas avec la sécurité. C'est d'ailleurs ce qui a poussé la communauté internationale à choisir Svalbard pour y établir son arche de Noé de la biodiversité. Pourquoi toutes ces précautions? Pour que ces graines ne disparaissent pas de la surface de la planète. Beaucoup d'entre elles ne sont déjà plus cultivées. Ici, pas de risque de tremblement de terre, ni de menaces terroristes. Il n'y a que 2000 Pacifiques norvégiens qui y vivent. En cette période de l'année, le soleil ne quitte jamais le ciel. Ni le jour, ni la nuit. C'est au cœur de cet environnement qu'en 2008 a été inaugurée la chambre forte à semences. Sa conception tient plus d'un film de James Bond que d'un grenier à blé. Enfin, nous pouvons y entrer. Nous sommes dans l'entrée de la chambre forte. Au bout de ce tunnel de 150 mètres, il y a une pièce. Et dans cette pièce, il y a plus de 850 000 variétés uniques de semences. L'importance du lieu tient en un chiffre. Près des 3/4 des céréales cultivées dans le monde ont disparu depuis un siècle. Vous pouvez voir le froid qu'il fait en regardant la porte, elle est gelée. Nous progressons dans les entrailles de la montagne, dans le permafrost plus exactement. Devant nous, la chambre froide, là où sont entreposées les graines. Et maintenant, il va faire moins 18 degrés. Ce qui est génial avec cette pièce, c'est qu'en face de vous, vous avez 12 000 ans d'agriculture. Vous avez les arrière-grand-mères de vos tomates. Et vous avez le blé qui pousse aujourd'hui dans nos champs. Tout ça dans la même pièce. Ici, 540 millions de graines de pommes de terre, de pois chiches, de maïs, de sorgho, de haricots et bien d'autres dorment sur les étagères. En tout, ce sont plus de 5000 espèces domestiques ou sauvages qui sont conservées. Des espèces rares qu'il faut protéger. Elles ont été déposées par des centres de recherche de différents pays. Nous avons le Pérou ici, le Costa Rica, la Russie, la Suède, le Soudan et la Géorgie. Et ici, la boîte la plus cool. Elle vient de Corée du Nord. Donc ça montre que les graines s'en fichent. Elles peuvent être conservées ici sans aucun problème. C'est sans doute les plus belles boîtes de la chambre froide. C'est le seul programme de coopération internationale auquel participe la Corée du Nord. La Syrie aussi a déposé ses graines. Ils avaient prévu le pire, et le pire est arrivé. Voici à quoi ressemblent aujourd'hui les champs qui servaient à la culture des céréales dans le sud d'Alep. Tout est complètement détruit, mais les semences, elles, ont été sauvées. Ici, vous pouvez remarquer les étagères vides, des boîtes manquantes. Ce sont celles qui ont été envoyées pour rétablir les stocks en Syrie. Le centre de recherche est à Alep. Depuis 2008, ils envoient des graines ici pour protéger leur collection, au cas où il se passerait quelque chose. La guerre n'est pas terminée, mais les agronomes syriens sont déjà en train de reconstituer les stocks de graines, grâce aux répliques qu'ils avaient laissées ici. Pour la première fois, le coffre-fort a révélé son utilité. C'était en octobre dernier. 38 000 échantillons ont fait le voyage, en sens inverse. 5000 km pour être replantés ici, dans la plaine de la Bekaa, au Liban. Nous sommes avec Ahmed Amri, qui travaillait avant la guerre dans le centre de recherche agricole d'Alep, en Syrie. C'est lui aujourd'hui qui est responsable de la nouvelle vie des graines syriennes. Il est fier de nous montrer ce qui a pu être préservé des combats. Ça, c'est les parents du blé. Ça, c'est les parents de pois chiches.
Et ça, ce sont les parents de l'orge. Son travail, faire des croisements génétiques à partir des variétés anciennes qui étaient conservées à Svalbard. Ça, c'est une espèce qui est apparentée au blé. Comme on voit, c'est totalement différent du blé, mais on peut transférer des gènes de résistance et des gènes de tolérance de cette espèce au blé. Et c'est maintenant quelque chose de très important pour subvenir aux besoins de tolérance à la sécheresse, de tolérance aux hautes températures qui accompagnent les changements climatiques actuels. Une fois plantées, les nouvelles semences seront envoyées dans le coffre-fort du Grand Nord. Pas question que ces graines connaissent le même sort que celles d'Irak ou d'Afghanistan, où, suite au conflit armé, les stocks avaient été pillés. Il faudra 7 ans au docteur Amri pour reconstituer la collection de semences qui était en Syrie. Des elfes, des animaux magiques, des cérémonies New Age avec des chamans complètement barrés. Bienvenue chez les néo-vikings suédois. Nous appelons le soleil, nous appelons les fils du jour, nous appelons la nuit, nous appelons les ténèbres. Donc là, on prend le ferry, on va rejoindre Johan sur une île qui est très connue en Suède qui s'appelle Birka. C'est un site historique de vikings et lui, il y va régulièrement, tous les week-ends, pour jouer un peu la vie de viking. Je suis devant vous, Johan, le fils de Kent. J'appelle Odin, le Tout-Puissant. J'appelle Freya. Une cérémonie païenne en l'honneur des dieux nordiques en plein 21e siècle. Une fois de plus, nous nous retrouvons en ces lieux. Je bois avec vous pour cette année passée et celle à venir. Ah, les bateaux sont hyper beaux! Évidemment, pas de vikings sans drakkar. Mais de nos jours, les hommes du Nord sont moins rustiques qu'à l'époque. Alors pendant l'hiver, les bateaux restent tranquilles à l'abri, en cale sèche. À l'époque, ce type de bateau naviguait sur les fleuves de Russie et d'Ukraine. Le village de Birka est situé sur un authentique site viking, classé à l'UNESCO, reconstruit avec des matériaux et des techniques de l'époque. Johan, il s'est passionné pour la culture viking. Il passe pas mal de week-ends ici, il a appris à forger. Donc il va nous montrer. Il faut souffler plus fort. On va le mettre dans la neige, dehors. Voilà, ça te fera un souvenir. Oh, merci. Qu'est-ce que c'est? C'est un marteau de forge. Aujourd'hui, les gens le voient comme un symbole masculin, mais en fait, on en retrouve plus souvent dans les tombes de femmes vikings. C'est le marteau de Thor. Oh, c'est très beau. Et je peux le porter comme un collier? Oui, bien sûr. Les néo-vikings, adeptes du paganisme, forment une communauté d'un petit millier de personnes en Suède. Mais ils diffusent une sous-culture qui séduit de plus en plus de monde avec leurs rites étranges et leur musique bizarre. Le groupe le plus flippant, c'est sans doute Ainung, qui reprend de vieux textes en langue norroise. Je vais voir Sylvia. C'est une des plus anciennes chamanes néo-païennes de Suède. Donc elle va me prédire mon avenir. On va voir ce qu'elle va me raconter. Moi, je peux jouer du tambour pour toi. Et je peux te demander de faire un petit voyage dans le monde souterrain. Ouais. Pour chercher ton animal totem. Ouais. On peut faire ça.
Je vais te couvrir les yeux pour que tu ne vois rien. Vous voulez savoir ce que j'ai vu? Ouais? J'ai vu une biche. Je ne vais pas te regarder. Entre en toi-même et deviens une biche. Quand tu danses ton animal totem, ça te donne de la force, de l'énergie. C'était hyper relaxant. Alors ça vaut peut-être ce que ça vaut, mais moi j'ai kiffé. Ces triks mystiques attirent de plus en plus d'adeptes, y compris en dehors de la Scandinavie. Dans le monde, on dénombre environ 50 000 convertis au paganisme néo-viking. Là on est à Hult, c'est à 2 heures à l'ouest de Stockholm. On va retrouver Johan qui a créé un temple et qui organise une cérémonie pour le solstice d'hiver. Donc on va l'accompagner. Comment ça va? Salut! Ravi de te rencontrer. Heureux de te rencontrer aussi. Bienvenue. Johan est bûcheron de profession, mais sa vraie passion consiste à sculpter des idoles tirées du panthéon nordique. Alors, c'est qui? Odin. Ok, et il lui manque un œil. Ouais. Personnellement, j'ai une relation compliquée avec ce dieu. Il trahit les gens, il les vole. Je ne prendrai pas une promesse d'Odin pour argent comptant. Allez, viens là, toi. Johan est un adepte de la croyance nordique Asatru. Il voue un culte particulier à Odin et à son célèbre fils Thor, tous deux dirigeants du royaume céleste d'Asgard, en attendant la fin du monde, le Ragnarok. Johan a même construit un temple pour les dieux Asatru. Tu l'as fait toi-même? Oui, j'ai tout fait moi-même. Ici, interdiction de filmer avec de la lumière artificielle. Cela pourrait troubler les énergies mystiques. Quand j'ai installé cette statue ici, les énergies ont changé immédiatement. Ce n'était pas maléfique, non, pas à ce point. C'était juste... ça n'allait pas. Elle transmet une énergie très puissante depuis l'autre monde. Donc on a décidé de la couvrir avec cette sorte de voile. Une statue qui émet des ondes, carrément chelou. Pendant les préparations de la cérémonie de ce soir, j'ai croisé Ludwig. Beau gosse, comme toujours. Ce néo-viking passionné depuis l'enfance a eu une révélation. J'avais 18 ans et je suis allé pour la première fois à la Gay Pride de Stockholm. Je ne m'y attendais pas et là j'ai vu d'immenses statues de dieux païens, accompagnés de prêtres et de prêtresses qui venaient célébrer la Gay Pride et participer au défilé. J'étais tellement content, parce que je sentais enfin que je n'avais pas à choisir. Je peux être qui je suis, je peux être queer, je peux être gay et fier de moi. Et je peux également être fier de mon côté païen. Je n'ai pas à choisir, je peux être les deux à la fois. Ce soir, Ludwig sera le maître de la cérémonie. Cet apprenti chaman attribue une âme aux arbres et aux pierres. Il demande donc aux elfes, présents dans un monde parallèle, la permission d'organiser cette fête. C'est vraiment pas mal ces cérémonies. Faut toujours avoir sa corne autour de la taille là pour boire.
ça réchauffe. L'hydromel, ça réchauffe, à condition de ne pas en abuser. Non, ça va. Putain, ça glisse. Ici, tout est prétexte à invoquer un dieu. Trouver l'amour, faire tomber la pluie, démarrer un feu. Flamme brûlante, dents brûlantes. Tu ne mordras jamais ma main. Nous t'appelons Dieu Lag, maître du feu. Lève-toi, notre père. Les néo-païens que j'ai rencontrés sont franchement sympathiques, très écolos et hyper ouverts. Dans ce mouvement, il existe aussi une frange plus sombre, raciste, voire néo-nazi. Mais ceux-là, je les laisse de côté. J'ai pas envie de subir un sacrifice humain. Et c'est comme une guerre. Oui, tout Stockholm est en guerre, partout. Stockholm, la nouvelle capitale européenne du crime et du gangsta rap. Oui, j'ai un passé criminel. Mais ça, c'est mon passé. C'est terminé maintenant. J'ai volé, j'ai tué des gens avant. J'ai vendu beaucoup de drogue. Je peux te le dire aujourd'hui parce que je ne suis plus actif. Si quelqu'un te dit tais-toi, tu peux le tuer. Tu comprends? T'as le pouvoir, comme Iron Man. C'est la première fois que je viens à Stockholm. Il fait moins 15. La rivière est gelée. Mais surtout, je pensais que la première fois que je viendrais en Suède, ce serait pour voir le pays de l'égalité, des grands blonds aux yeux bleus. Mais pas du tout. On va aller voir des gangsters en banlieue de Stockholm. Et ici, ça fonctionne un peu comme des territoires. Donc, on va être introduit par une personne dans chaque quartier. Et là, on va commencer par Léo. C'était un ancien gangster qui est sorti de prison il y a 1 an et demi. Et il nous emmène à Djurbro. Tu sais, c'est très bizarre la Suède. Parce que quand tu me demandes si ces gars sont des gangsters, ce ne sont pas des gangsters. Ce sont juste des gamins qui veulent devenir des bandits. Et ils ont tout faux parce qu'ils s'entretuent. Vous avez grandi ici? Ouais. Et dites-moi, qu'est-ce que vous faites de vos soirées? Bah, on traîne dans le quartier, on se raconte des blagues. Tu veux voir notre clip? Oui. C'est celui de notre pote. Il n'est pas là aujourd'hui, mais c'est notre vidéo. Tu peux voir la réalité dans cette vidéo. La musique en Suède, c'était surtout la disco d'ABBA ou les groupes de métal. Aujourd'hui, le pays est submergé par le gangsta rap, produit pour ou par des gangs qui chantent les louanges d'un mode de vie criminel. De quoi il parle? Il parle des gangs? Ouais. Le message basique de cette musique drill en Suède, c'est « Je suis un mec solide, si tu viens contre moi et mon équipe, on va te buter. » Ce genre de conneries. Et ce type est en prison, c'est pourquoi il ne peut pas venir. En 1 ou 2 mois, il y a eu 5 ou 6 fusillades dans le coin. Pourquoi est-ce que vous tirez dessus? Je sais pas. Des désaccords. Des désaccords qui dégénèrent souvent en rafales d'armes automatiques. La Suède connaît une explosion des fusillades fatales, avec un record de 62 morts par balle en 2022. En octobre 2021, Einar, la star incontestée du gangsta rap suédois, est abattu devant chez lui, à seulement 19 ans. Le succès fulgurant de cet Eminem des neiges faisait des jaloux jusque dans son propre quartier. Et sa façon de surjouer les voyous a fini par énerver de vrais criminels. Einar, il en faisait trop. Il glorifiait quelque chose qu'il ne connaissait pas vraiment. Ce type n'était pas un criminel. Et ensuite, les autres rappeurs ont suivi. Parce que ça vend. La violence, ça fait vendre. Et ça peut rapporter gros. Lorsqu'Einar est tombé, son principal concurrent en a profité pour passer en tête des ventes. Yasin, c'est son nom dans la vie et sur scène, est aujourd'hui une méga star en Suède, une sorte de Booba du foot.
Il entretenait une rivalité malsaine avec son ancien adversaire. En 2020, lui et sa bande ont kidnappé et menacé Einar avant de l'humilier avec une vidéo sur les réseaux. Pour ça, Yassine a passé 10 mois derrière les barreaux. Où est-ce que tu as grandi? À Rinkeby, les tranchées quoi. Tu y retournes? Si j'y retourne, je peux pas, à cause du gouvernement. Mes déplacements sont restreints parce que je sors juste de prison. Pendant un an, je n'ai pas le droit d'aller dans mon quartier. Ils disent que j'ai un impact négatif sur la population locale. Tu peux allumer la lumière ou ça te dérange? Attends, il y a trop de police dans les parages. Ça va attirer l'attention. Yassine appartenait à un gang nommé le réseau Varb. Un groupe soupçonné d'être à l'origine de la mort violente d'Einar. Il refuse catégoriquement d'évoquer l'affaire. Pendant son séjour en prison, Yassine a été récompensé par les Grammy Awards suédois. Des politiques ont crié au scandale et réclamé l'interdiction de sa musique. Dans sa cellule, Yassine a jeté son prix à la poubelle et posté la photo sur les réseaux. J'ai posté la photo parce qu'il disait « On ne donnera pas de prix aux personnes liées au gang ». J'ai posté la photo en prison et j'ai écrit « Ne mettez pas de prix sur l'art ». Léo Carmona, mon guide, faisait lui aussi partie d'un gang dans les années 90. En prison, il a fondé l'un des plus grands groupes de rap suédois, Kartellen. Léo, salut frère. Tu viens à Tensta? Oui, donne-moi l'adresse. On va à Tensta, on va rencontrer ces gars, si tu veux discuter avec eux. Mais Tensta, c'est vraiment un endroit déglingué. Tu vois, ce quartier est vraiment pourri, certifié déglingué depuis les années 70-80. Certifié déglingué? Ouais, un endroit vraiment craignos. Tu penses que c'est dangereux? C'est toujours dangereux, Tensta et Rinkeby. Mais si t'es avec les bonnes personnes, c'est pas si dangereux. Mais bon. On va croiser les doigts. Tensta, au nord-ouest de Stockholm, est classé comme 3e quartier le plus dangereux de Suède par la police. Ici, la plupart des habitants sont des réfugiés qui ont fui la guerre dans leur pays. Mais la violence semble les avoir poursuivis jusqu'en Suède. Tu peux me regarder là? Ouais, pas mal. Pas mal. Tensta, c'est un endroit très spécial. Ici, Tensta, c'est un pays à part. Si tu vas à Rinkeby, ils l'appellent Petit Mogadiscio. Mogadiscio, c'est la capitale de la Somalie. Ils l'appellent le Petit Mogadiscio parce que 99% des gens sont somaliens là-bas. Ici à Tensta, les habitants viennent de pays différents. Il y a des Arabes, des Somaliens, des Kurdes. Et puis les armes et la drogue sont arrivées, ça a tout submergé. Tu sais, quand t'as une arme, tu te sens comme un homme. Un mec te dit tais-toi, tu peux le tuer. T'as le pouvoir, comme Iron Man. Il y a des petits gamins partout. Ils nous appellent s'il se passe quelque chose. Ils vendent de la drogue pour nous et tout. Ils écoutent du gangsta rap. Ils se disent « Oh, ce mec, il a une grosse montre, une grosse maison, une Ferrari, la belle vie. » Donc ils se disent « Si on commet des crimes, nous aussi on sera riches. » La police suédoise semble débordée par ces fusillades. Aujourd'hui, seul un meurtre sur 5 est résolu. Ce mode de vie, Léon Tsafik souhaite le quitter. Condamné pour braquage, il a accepté de me rencontrer dans sa cellule de la prison de Borås, à 500 km à l'ouest de Stockholm. Et ce Léon, on va le voir, parce qu'en fait il va nous expliquer que la seule issue pour sortir des gangs, en tout cas la sienne, c'est le rap. Oh, thank you. Thanks, Steve. Mon plan, c'est de me lancer dans la musique à 100%.
Je ne l'ai pas fait avant parce que j'avais pas le temps, évidemment. Pourquoi tu n'avais pas le temps? J'avais beaucoup de difficultés, des difficultés dont je ne peux pas parler ici. En fait, je refuse d'en parler. Ça, c'est un rap sur EncroChat. T'en as entendu parler, non? EncroChat, la messagerie cryptée que les renseignements français ont infiltrée pendant 3 mois en 2020. Ils ont eu accès aux échanges de plus de 6000 criminels et les ont transmis aux autorités partout en Europe. Voilà comment Léon a été arrêté par Interpol. Ça, c'est Des Léons, il y en a dans toute la Suède, à Stockholm, à Malmö, à Göteborg. Et leur règlement de compte, en fait, ils ont servi à l'extrême droite qui a battu des records aux dernières élections législatives. L'extrême droite suédoise est devenue le principal parti de la coalition au pouvoir. Elle a imposé une restriction drastique du droit d'asile, renforcé les pouvoirs de la police et demande aujourd'hui la censure de tous les rappeurs condamnés par la justice.